dernier hommage de l'Aclusa à Régine Cavagnou. 600 personnes dans la petite église, 2500 sur le parvis. La championne a ensuite été inhumée dans l'intimité en fin d'après-midi. Peut-être un rebondissement en vue dans l'affaire de la Josacine. Les avocats de Jean-Marc de Perrois, condamné à 20 ans de prison, demandent la révision du procès sur la foi d'une nouvelle expertise. La grève des cliniques privées bien suivie aujourd'hui. Elle réclame, vous le savez, une aide de l'État pour aligner les salaires des infirmières sur le public. Question, pourquoi ne pas parler alors des salaires des médecins, beaucoup plus élevés eux? Question au docteur Cuc, l'un des artisans du mouvement. Bonsoir et à tout à l'heure. 2 à 3 000 hommes prêts à l'action, exercice sans précédent de l'Alliance du Nord en Afghanistan. Notre enquête ce soir, la production de l'opium et de l'héroïne, principale ressource au nord du pays. Et puis les prix littéraires, ce sont des romans grand public entre guillemets qui ont été récompensés. Le Goncourt à Jean-Christophe Ruffin pour Rouge Brésil, le Renaudot à Martine Lecause pour Céleste. Bonsoir à tous, merci de votre attention. La petite station alpine de l'Aclusa s'est donc retrouvée une dernière fois tout à l'heure autour de sa championne. Un écran géant et des haut-parleurs avaient été disposés pour permettre à tout le monde de suivre une cérémonie simple et sobre. Elle a donc rassemblé plusieurs milliers de personnes, familles, amis et personnalités du ski et du sport en général. Sur place, Virginie Fichet, Philippe Évêque. Ils n'ont pas pu entrer. Trop nombreux pour la petite église de l'Aclusa. 2000, peut-être 3000, personnalités connues ou anonymes, la montagne tout entière voulait accompagner une dernière fois Régine Cavagnou. Combien ont apprécié, surtout les enfants, son humilité, sa discrétion. La cérémonie fut à son image, sobre et pudique. Aujourd'hui ne comptait que le souvenir de Régine, loin des polémiques. Il sera bien temps, le moment venu, de comprendre ce qui s'est passé ce jour d'octobre. Aujourd'hui, nous retiendrons ce que Régine se consacrait à sa passion. Elle voulait comme jamais nous offrir du beau, et qu'elle en a été victime. À 31 ans, elle est partie comme elle avait vécu, entourée par sa seconde famille, celle du ski, venue soutenir ses proches. Ce qui est aussi dur, c'est de se dire qu'on peut mourir de sa passion. Mais je crois que Régine, elle est allée vraiment au bout. Son rêve, c'était de devenir une championne du sportif de haut niveau, comme elle l'a si bien dit dans la lettre qu'elle avait laissée à ses parents. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mots à dire que ça. Et au revoir Régine, c'était une grande dame. Je crois que c'est un bel hommage. Ceci dit, ça n'enlèvera pas le trou que ça fera pour toute sa famille, pour tous ses proches, pour tout le ski français, pour tout le milieu de la montagne, parce que tout le monde est concerné. Fauchée au fait de sa gloire, Régine Cavagnou fait désormais partie des légendes du ski, mais à l'Aclusa, elle restera avant tout l'enfant du pays, trop tôt disparu. Oui, on entendait les témoignages de Florence Masnada et Éric Brech de l'équipe de France de ski. Expertise et contre-expertise, la retentissante affaire de la Josacine empoisonnée au cyanure qui avait coûté la vie à une fillette de 9 ans pourrait donc être rejugée. On n'en est pas encore là, mais nous vous l'annoncions dès ce matin à 6h30. Les avocats de Jean-Marc de Perrois ont donc déposé une requête en révision. Explication Dominique Verdaillan, Sylvain Doba. Professeur en physique-chimie, expert devant les tribunaux, Robert Rosset a la dent dure vis-à-vis de ses confrères qui sont intervenus durant l'instruction du procès de la Josacine empoisonnée. Dans un rapport de 127 pages, il critique leur méthodologie. Les rapports des experts doivent être écartés car non probants scientifiquement, écrit-il. Leurs conclusions sont toutes erronées. Ils ont très curieusement écarté un certain nombre de résultats de leurs expériences qui figurent dans les rapports et qui, lorsque ça n'allait pas dans le sens de la culpabilité de M. de Perrois, était purement et simplement éliminé. 20 ans de réclusion criminelle pour Jean-Marc de Perrois, reconnu coupable d'avoir provoqué la mort de la petite Émilie Tanet, un empoisonnement par le cyanure dans de la Josacine. Du rapport du professeur Rosset, la défense note qu'il y a eu erreur des précédents experts sur la nature du cyanure. Ce que je constate, moi, on pourra tourner les expertises comme l'on veut. Ce qui ressort de l'expertise du professeur Rosset, c'est que le cyanure qui a empoisonné Émilie Tanet ne peut pas être le cyanure de Jean-Marc de Perrois. Il va falloir que je relise toutes les expertises depuis le début. Faux problème, rétorque l'avocat de la partie civile pour qui cette expertise ne change en rien le dossier. Quelle que soit la précision des expertises, on ne pourra jamais en effet compenser le fait que M. de Perrois s'est débarrassé du cyanure qu'il avait. Et il n'a jamais expliqué convenablement
pourquoi il s'était débarrassé de son cyanure si son cyanure n'était pas celui qui avait tué la petite Émilie. Cette contre-expertise sollicitée par la défense a-t-elle valeur d'éléments nouveaux? Peut-elle permettre un second procès? Aux magistrats de la commission de révision de le dire. Et réaction de Corinne Tanet, la mère de la petite Émilie, dont on entendait à l'instant l'avocat. C'est de la fumisterie, il s'agit d'exercer une pression sur les médias, sur l'opinion, dit-elle. Des patients, cette enquête judiciaire qui provoque l'inquiétude des parents d'élèves d'une école maternelle à Charenton, dans le Val-de-Marne, près de Paris. Des enfants auraient été victimes de mauvais traitements. Plusieurs d'entre eux présentaient en tout cas des troubles du comportement. Un premier rapport de l'inspection d'académie avait été rédigé sans être vraiment suivi des faits. Reportage Dorothée Cochard, Nadine Picard, Bernard Appet. Sévices ou pas sévices? À la maternelle du Champ des Alouettes, plusieurs parents se sont plaints au fil des ans. Leurs enfants auraient subi de mauvais traitements. Cette maman a été l'une des premières à s'inquiéter. C'était en 1997. Mon fils était très violent avec ses camarades et que personne ne lui disait rien puisqu'ils n'étaient pas surveillés. Qu'il a subi lui-même des violences que j'ai pu constater par moi-même. On lui a mis la tête dans les excréments parce qu'il avait été aux toilettes au moment où il fallait pas. C'était pendant la sieste et c'était avant ou après mais pas pendant. La maîtresse lui a approché la tête de ses excréments, l'a puni comme ça. C'est pas une manière de punir un enfant de 3 ans. Des affirmations qui n'ont pas été prouvées. Pour autant, la maman est convaincue. Elle retire son enfant de l'école. Elle envoie des courriers à l'académie. Par la suite, d'autres parents d'élèves se plaignent de sévices similaires. Et ce n'est que cette année que l'académie réagit en mutant toutes les institutrices de l'école. Une décision tardive qui ne satisfait pas les parents d'élèves. On nous avait promis une réponse. Et là, il n'y a rien. Si on ne fait rien, si on n'a pas cette démarche-là maintenant de parents en colère, il ne se passera rien. Ces personnes vont repartir, ou sont déjà, somme toute, déjà reparties à des nouvelles places dans d'autres établissements. Et ça pourrait éventuellement recommencer, pourquoi pas. Aujourd'hui, avec les nouveaux enseignants, le calme est revenu à l'école. Mais les institutrices incriminées ont juste été mutées. Elles exercent toujours, ni innocentées, ni sanctionnées. La grève des cliniques privées, très suivie d'après les syndicats. Les cliniques qui réclament un peu plus de 914 millions d'euros, 6 milliards de francs à peu près, d'aide de l'État pour aligner les salaires de leur personnel sur ceux de l'hôpital public. Récemment aidé, vous le savez, à l'occasion du passage aux 35 heures. Considérées comme partie intégrante du système de soins français, ces cliniques réalisent la moitié des opérations chaque année. Elles sont 1300, font travailler 30 000 médecins et 130 000 autres employés. Journée ordinaire autour d'un établissement en grève à Châteauroux. François Privat, Philippe Ritten. Contrainte et forcée, cette dame quitte la clinique Saint-François de Châteauroux. 140 lits, en grève totale et illimitée. C'est l'évacuation de tous les malades, y compris 2 personnes inconscientes, en réanimation. L'attente est longue et les patients, une quarantaine en tout, plutôt compréhensifs. Vous comprenez qu'il y a grève ici? Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Chacun défend ses intérêts, qu'est-ce que vous voulez. C'est inadmissible que les infirmières soient payées moins ici que dans le public, hein. C'est tout. Devant la clinique, les ambulanciers prennent en charge les malades en attendant de connaître leur destination d'accueil définitive. On est une dizaine d'ambulanciers, donc on va se partager le boulot. Vous pensez que ça va aller? Oui, il n'y a pas de raison, hein, tout le monde est là. À la mi-journée, on est rassuré. Chaque patient a trouvé une place dans un établissement public. C'est une grève annoncée comme dure qui débute. Les médecins de la clinique Saint-François sont déterminés. Prenez aussi un risque économique en faisant ça. C'est un risque fondamental, c'est un risque calculé. Si on ne fait rien, de toute façon, les cliniques privées en France seront amenées à disparaître, faute de personnel. Arrivée des premiers patients évacués à l'hôpital de Châteauroux, mais sa capacité d'accueil reste limitée. Tout est négociable, si je puis dire, et tout est gérable. Maintenant, si réellement il y a beaucoup de malades qui nous arrivent, on va avoir des soucis, oui. Ce soir, tous les lits de la clinique Saint-François sont vides. Désormais, seul un geste du gouvernement semble pouvoir débloquer la situation.
Voilà, mais on revient quand même sur les raisons de ce conflit. On parle du salaire des infirmières, dont le salaire est inférieur de 10 à 30% à ceux du public. Mais pourquoi ne pas évoquer donc celui des médecins et des dirigeants de ces cliniques, largement supérieurs, lui. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Dr Kuck, vous êtes responsable de la coordination nationale des médecins des cliniques et donc à l'origine de ces journées. Je vous propose d'écouter d'abord Patrice Barberousse. Il est président, lui, du syndicat national des cadres hospitaliers. Il s'interroge sur la logique de cette grève et des salaires. Écoutez. Il est de notoriété publique que les salaires des médecins sont 2 à 3 fois supérieurs dans une clinique qu'à l'hôpital. Donc je veux bien qu'on aligne les salaires des infirmières, mais à ce moment-là, parlons de l'ensemble des personnels et alignons l'ensemble des salaires. Parce que clinique et hôpital sont complémentaires, parfois concurrents, et donc si on veut l'égalité des chances, il faut aborder l'ensemble de la gestion, qu'il s'agisse de l'hôpital ou de la clinique. Alors, Dr Kuck, votre réponse, les salaires des infirmières inférieurs, mais les salaires des médecins supérieurs. Alors, est-ce que ça n'est pas un problème de gestion interne aux cliniques? Alors d'abord, je conteste tout à fait ce qui vient d'être dit. D'abord, nous ne sommes pas des salariés, nous sommes des médecins libéraux et nous sommes payés à l'acte. C'est-à-dire que quand nous ne travaillons pas, nous n'avons pas d'argent. Ça, c'est la première chose. Premièrement, et deuxièmement, le problème aujourd'hui n'est pas de la rémunération des médecins. Le problème aujourd'hui est de la rémunération du personnel du secteur privé. Oui, mais docteur Kuck, cette rémunération, elle est fixée par les cliniques. Donc pourquoi ne pas enlever un peu d'argent aux médecins, pardonnez-moi, mais c'est un peu les vases communicants, et en rajouter un peu pour les infirmières? Oui, si vous voulez, cette rémunération est fixée par les cliniques. Mais il est facile de comprendre que les cliniques sont des entreprises dites libérales dont les ressources financières sont bloquées par l'État. À la fois le prix de journée et à la fois le nombre de lits. Et à côté de ça, nous avons des charges d'exigence de qualité et de sécurité qui depuis des années augmentent. Et il est clair qu'aujourd'hui, les établissements privés n'ont plus les ressources pour rémunérer leur personnel. Mais Bernard Kouchner, le ministre de la Santé, pardonnez-moi, indiquait que la dotation publique aux cliniques privées avait augmenté de 3,5% cette année. Bien entendu, mais elle a augmenté plus dans le secteur public et aujourd'hui cette augmentation est insuffisante. Tout le monde est aujourd'hui d'accord, tous les experts de la santé, pour dire qu'aujourd'hui les entreprises privées sont en situation financière difficile. Ce n'est pas nous qui annonçons ça, ce sont des audits indépendants dans le secteur. 40% de ces cliniques ont tout de même gagné de l'argent cette année. Écoutez, 60% sont déficitaires et 40% ont gagné de l'argent dans une marge de 0,8 à 1%, ce qui est très largement insuffisant pour une entreprise privée pour investir, entretenir et rémunérer son personnel. La ministre des Affaires sociales, Elisabeth Guigou, annonçait que des négociations, des discussions allaient reprendre demain avec son chef de cabinet. La grève continue malgré tout? La grève continue malgré tout. Nous sommes très mobilisés et nous sommes très déterminés. Et il est bien triste de voir dans ce pays qu'il est obligé de menacer aujourd'hui d'une grève dure pour que la ministre et son cabinet, qui sont au courant de ces problèmes depuis de longues semaines, réagissent enfin aujourd'hui. Merci Dr Kuck d'avoir répondu à nos questions du Plex de Toulouse. La grève donc continue en tout cas demain. On reste dans le domaine médical avec la mésaventure de cette habitante de Wappy en Moselle. Elle se plaignait depuis très longtemps de douleurs à l'abdomen. Les médecins ricanaient, parlaient de maladies psychosomatiques. Finalement, on a découvert qu'une compresse avait été oubliée dans son ventre 24 ans plus tôt. Sur place, Christine Boss. En m'opérant, on s'est aperçu que cet anévrisme, en fait, c'était une compresse. C'est une histoire de fou, ça. Ou plutôt l'histoire d'une négligence médicale. Après une intervention chirurgicale en 1977, Annick Sibyl se plaint de douleurs permanentes à l'abdomen, mais les examens ne révèlent rien. Pourtant, la douleur persiste pendant 24 ans. J'étais mal par un moment donné, j'étais mal, vraiment mal. J'étais mal dans mon corps, j'étais mal dans ma tête, j'étais bien nulle part. Je vivais pratiquement avec des volets fermés, je voulais me jeter par la fenêtre, je voulais m'ouvrir le ventre pour me sortir ce truc, parce qu'il y avait quelque chose. Et à la longue, on a fini par me dire que c'était psychosomatique. Donc psychosomatique, vous avez beau vous battre, c'est des moulins à vent, vous vous battez en disant non, il y a quelque chose. Non. Jusqu'en 1999, où un anévrisme est diagnostiqué sur une artère de la rate. Lors de l'opération il y a 15 jours, en guise d'anévrisme, c'est une compresse que le chirurgien va extraire de l'abdomen. Une compresse oubliée il y a 24 ans. J'ai de la colère.
J'ai beaucoup de ressentiments. Je voudrais les avoir devant moi. Et puis leur dire carrément, ben, j'avais raison. Il y avait quelque chose. Et ben, je voudrais des excuses. Surtout des excuses. Des excuses pour une vie gâchée pendant 24 ans. Aujourd'hui, Annick Sibylle souhaite par son témoignage attirer l'attention sur les négligences médicales, malheureusement trop courantes. Encore un mot de l'actualité en France. On a appris cet après-midi la mort de Gilberte Bérégovoy, la veuve de l'ancien Premier ministre. Elle avait 81 ans. C'est Lionel Jospin qui l'a annoncé, faisant part de sa profonde émotion. Institutrice puis fonctionnaire du Trésor, Gilberte Bérégovoy était militante socialiste depuis la Libération. L'Afghanistan, les États-Unis ont entamé hier soir leur 5e semaine de bombardement. Nouvelle bombe sur Kaboul, épargnée depuis plusieurs jours, et pilonnage encore des positions talibanes, vous le voyez, sur le front nord, à l'aide notamment des B-52. Le front où l'Alliance du Nord veut montrer sa force ou sa motivation. Parade sans précédent depuis le début de la guerre. 2 à 3 000 hommes y participaient sous le commandement du général Fahim, 44 ans. C'est lui, le successeur du commandant Massoud. Il est le ministre de la Défense de l'Alliance. Sur place, Dominique Derda, Franck Brisset. 2 mois après sa mort, comme une icône, le commandant Massoud est partout, sur les blindés, les voitures et surtout dans le cœur de ses combattants, à jamais orphelins de leur chef. Son successeur à la tête des forces armées de l'Alliance du Nord est cet homme rond, aux allures de propriétaire terrien, le très discret général Fahim. Si discret qu'après avoir passé ses troupes en revue ce matin sur les hauteurs de Jabal Sarraj, c'est au professeur Rabbani, le président de la République islamique d'Afghanistan, qu'il laisse la parole. Le général Fahim est un militaire, la politique, les relations publiques, il laisse ça à d'autres. Son métier à lui, c'est la guerre, et celle-ci, il entend bien la gagner. L'exercice n'a certes pas valeur de test. Cela fait 2 jours que les troupes de l'Alliance du Nord préparent la manœuvre, règlent le tir de leurs canons. Difficile dans ces conditions de manquer la cible, surtout quand il n'y a personne en face. Mais alors que les bombardements américains depuis 48 heures ont baissé d'intensité sur les premières lignes talibanes, l'objectif du général Fahim aujourd'hui semblait avant tout d'effectuer une démonstration de force, de prouver à l'Amérique qui jamais jusqu'aux attentats du 11 septembre ne les a soutenus, que rien en Afghanistan ne pourrait se faire sans les Moudjahidines qu'il commande désormais. Les talibans, eux, défient les États-Unis, qualifiant la campagne aérienne menée depuis un mois de débâcle. C'est une guerre de couards, de peureux, a annoncé l'un de leurs ministres. Les talibans qui annoncent avoir abattu vendredi cet hélicoptère américain. À Washington, on dit qu'il s'est écrasé en raison du mauvais temps. On reconnaît également la disparition d'un drone, ces avions sans pilote, toujours en raison du mauvais temps. L'action militaire indispensable n'est pas la seule solution. Il faut aussi trouver un arrangement politique pour l'Afghanistan. Petite phrase signée Jacques Chirac lors du sommet européen à Londres hier soir. Elle est significative du climat en Europe, climat de soutien, mais aussi de doute, d'où l'intense semaine diplomatique qui commence. Vincent Nguyen. Ne pas perdre la face, manier le verbe sans jamais se contredire, l'exercice est difficile. Difficile pour les talibans, qui en appelant les organisations humanitaires à aider le peuple afghan, affirment n'être affectés en rien par les bombardements et même être prêts pour 10 ans de guerre. Difficile aussi pour le chef du Pentagone, obligé de répondre que le conflit ne sera pas si long, tout en avouant n'avoir aucune idée du temps que cela prendra. Donald Rumsfeld répète qu'il n'y aura pas de pause pour le ramadan, qui commence dans 10 jours, mais reste peu loquace sur l'hiver approchant, qui à coup sûr compliquera la situation. Mais l'Amérique peut compter sur l'Europe. Tony Blair a réuni hier à Londres 7 des membres de l'Union qui ont réaffirmé leur solidarité. Là encore, exercice délicat que de soutenir l'action militaire, tout en précisant que ce n'est pas la seule solution. Nous devons renforcer les moyens de la solution politique qui doit être trouvée pour organiser l'Afghanistan, d'abord de façon provisoire, puis de façon définitive sur le plan politique, et aussi sur les problèmes humanitaires. À l'issue du mini-sommet, les 7 Européens se sont félicités d'être parvenus à un consensus en tentant de couvrir les voix discordantes des petits pays comme le Portugal, qui ont déploré ne pas avoir été conviés. Décidément oui, la politique étrangère est un exercice difficile.
Aux États-Unis, où Jacques Chirac est donc attendu demain, l'opinion politique, elle ne doute pas. L'information du jour là-bas, c'est qu'on a découvert, Étienne Lénart, que la CIA avait des bureaux dans le World Trade Center, bureaux eux aussi détruits suite à l'explosion. Oui, ce bureau de la CIA, qui je vous rappelle le contre-espionnage américain, les services de contre-espionnage, se trouvait en fait dans la tour numéro 7 du complexe du World Trade Center. C'est une tour qui est un petit peu plus petite que les deux tours jumelles, mais qui elle aussi s'est effondrée quelques heures après les attentats du 11 septembre. Alors ce bureau, et on a un peu l'impression d'être dans un roman policier, était en fait chargé de l'espionnage et du recrutement de diplomates étrangers en poste au siège des Nations Unies à New York. Vous savez, le siège des Nations Unies se trouve lui aussi sur l'île de Manhattan. Immédiatement après l'effondrement des tours, des agents de la CIA se seraient donc rendus sur place pour fouiller les décombres et tenter de retrouver non seulement de la documentation, mais aussi des ordinateurs et des disquettes qui renferment, on l'imagine, des informations extrêmement confidentielles. Dans ce monde du secret, David, on ne connaît pas encore le résultat de leurs recherches, même si un officiel de la CIA qui a révélé cette information sous couvert de l'anonymat a reconnu que le fonctionnement de la CIA à New York avait été largement perturbé par l'effondrement de cette tour et donc la disparition de ce bureau. Merci Étienne. On revient maintenant en Afghanistan avec ce qui constitue sans aucun doute la première ressource du pays, la culture de l'opium et la fabrication de l'héroïne. On estime que 90% de l'héroïne vendue en Europe vient de là-bas. On en parle souvent, on le voit très rarement. Voici donc le reportage de Michel Fine et de Jean-François Monnier. Du petit cultivateur au laboratoire, c'est l'enquête de cette édition. C'est un rendez-vous secret dans la vieille ville de Faizabad. Nous allons assister à une transaction d'opium. Le vendeur est un vieil homme, un fermier ouzbek venu d'un village voisin. Il est là pour négocier sa production de l'année. La récolte a été maigre à cause de la sécheresse. Dans ce sac en plastique, un peu plus d'1 kilo d'opium. La production d'un champ de 500 mètres carrés de pavots. Le fermier va le négocier environ 750 francs, 110 €. Les prix ont baissé à cause de la guerre, la fermeture des frontières avec le Pakistan. Avant, le fermier aurait pu vendre cet opium le double du prix. Le vieil homme dit qu'il sait que la vente d'opium est interdite, mais qu'il n'a pas le choix. Il fait ça pour survivre. Ce kilo d'opium sera revendu de 50 à 100% plus cher, puis transformé en héroïne, à quelques kilomètres de là. En route pour le laboratoire de transformation d'opium en héroïne. C'est un lieu anonyme, dissimulé derrière ces murs de torchis. Un endroit gardé ultra secret. Nous n'avons pas le droit d'entrer, aucun journaliste n'est jamais venu ici. Nous avons confié une petite caméra à un Afghan, c'est lui qui filme. Ici, on est très loin des laboratoires modernes de la French Connection. Au fond de la cour, des sacs d'opium. À l'intérieur, des ustensiles pour faire de drôles de recettes de cuisine. À même le sol, des sacs de produits chimiques, venus du Pakistan. Voici le propriétaire des lieux, c'est un Pashtoun. Pendant la guerre contre les Russes, il était commandant sur le front. Après la fin de la guerre, il se reconvertit. Il lui faut, dit-il, 14 kilos d'opium pour faire 1 kilo d'héroïne pure. Son frère explique que le laboratoire peut fabriquer jusqu'à 100 kilos d'héroïne par mois. Dans ces bouteilles, les produits chimiques de base, ammoniac, acide chlorhydrique, acétone. Et voici le produit fini, 1 kilo d'héroïne pure. Il sera vendu 30 000 francs, 4 500 € à des marchands pakistanais. L'héroïne coupée sera exportée ensuite clandestinement à travers le Pakistan et le Tadjikistan vers l'Europe. Sur la route du retour, à l'entrée de la ville de Faizabad, cette inscription sur le mur. La culture, le commerce, l'usage de l'opium sont absolument interdits par l'islam. Voilà pour la théorie. En pratique, l'Afghanistan est devenu depuis 1996 le premier producteur mondial d'opium et d'héroïne. 96% de cette héroïne n'est pas produite ici, dans le nord de l'Afghanistan, mais ailleurs, dans la zone taliban. Oui, quelques chiffres pour être précis. L'Afghanistan produit 75% de l'opium mondial, ressources estimées à quelques 250 millions d'euros, 1,7 milliard de francs par an. Cela dit,
En juillet 2000, le Mollah Omar a interdit aux paysans de cultiver le pavot. Décision suivie des faits, semble-t-il, mais les stocks restent très imposants, d'après les spécialistes. En bref, encore à l'étranger, après Bethléem, Israël se retire d'une deuxième ville de Cisjordanie, Kalkilia. 4 autres villes restent occupées suite, rappelons-le, à l'assassinat du ministre du tourisme israélien. Et puis 2 Palestiniens ont été blessés ce matin lors d'une incursion de Tsahal dans la bande de Gaza. La continuité au Nicaragua, défaite du sandiniste Daniel Ortega qui tentait son grand retour après 11 ans dans l'opposition. C'est le vice-président en exercice, le libéral Enrique Bolaños, 73 ans, qui remporte l'élection présidentielle. Pas très loin de là, à Cuba, les ravages de l'ouragan Michel. 5 morts au moins et des dégâts énormes. Jérôme Soulard. Attendu depuis 3 jours, l'ouragan Michel a donc fini par toucher la Havane. Résultat, une montée des eaux impressionnante. Dans l'est du pays, les glissements de terrain et l'effondrement de dizaines d'habitations ont fait 5 morts. Les dégâts matériels sont importants, mais dans l'adversité, le président cubain sait comme toujours se montrer confiant pour son peuple. J'ai déjà dit que nous n'étions pas inquiets. Nous sommes beaucoup plus préoccupés par l'ouragan économique qui frappe le reste de la planète. C'est un coup dur pour Cuba, mais nous nous relèverons. 700 000 personnes ont été évacuées. Sans moyens de communication, on reste ce soir sans nouvelles de milliers de villageois isolés qui ont affronté ces vents à plus de 200 km/h. L'ouragan Michel continue sa progression vers le nord. Dans quelques heures, il soufflera donc sur ces immeubles de la riche côte de Floride. Image d'un arraisonnement de clandestins au large de la Grèce. 1000 personnes à bord de ce bateau battant pavillon turc qui dérivait suite à un incendie dans la salle des machines. Les personnes à bord sont des Kurdes, des Irakiens et des Afghans. Le Concorde, jour J-2 avant la reprise des vols commerciaux. À Roissy, on vérifie, on bichonne. L'appareil, vous le savez, est équipé de pneus plus robustes, de réservoirs capitonnés et de câbles électriques mieux isolés. Reportage Stéphane Despinois, Mathieu Drejoux. Voici le nouveau Concorde, prêt à s'envoler pour une deuxième carrière. En apparence, rien de changé. Et pourtant, cela fait des mois que les équipes de la maintenance d'Air France l'auscultent de tous côtés, le bichonnent pour le rendre plus sûr et lui permettre de redécoller. Un véritable travail de fourmi puisqu'il a fallu notamment disposer 90 panneaux de Kevlar comme celui-ci pour renforcer les réservoirs de chaque appareil. Peggy a été sélectionné pour sa petite taille, 1,50 m, de quoi travailler dans les endroits les plus inaccessibles de l'aile du Concorde. C'est pas un simple travail, c'est un aboutissement et il y a des gens qui montent dedans. C'est pas à prendre à la rigolade. Peggy a ainsi passé 8 semaines dans les réservoirs de chaque supersonique. Ici à Roissy, les mécaniciens d'Air France n'ont aucun doute sur la fiabilité du Concorde. Le train d'atterrissage a été renforcé et les nouveaux pneus Michelin sont conçus pour ne plus exploser mais se déchirer en petits morceaux. Ça fait 25 ans que je suis dessus, donc pour moi c'est toujours été le bébé. Donc j'ai jamais douté de cette machine. J'ai volé énormément avec, donc jamais douté. Mais la tragédie de Gonesse a marqué les esprits. Le deuil a duré plusieurs mois, les mécaniciens étaient 6 fois moins nombreux dans les ateliers et le sort du supersonique était incertain. La majorité du personnel de ce département a vu l'avion en feu, là juste à côté de nous. Tout ça, ce sont des images qui nous suivront indéfiniment et nous rappelleront toujours à plus d'attention, à ne pas revivre cet événement. À chaque fois qu'un Concorde décolle, les mécaniciens d'Air France sortent des hangars pour apercevoir le bel oiseau. À coup sûr, ils seront tous au rendez-vous mercredi matin pour le premier vol commercial Paris-New York. Voilà, rendez-vous après-demain donc, nous serons à bord. Plusieurs tonnes d'anchois au sol déversées devant les affaires maritimes et la sous-préfecture de Saint-Nazaire. Les pêcheurs protestent contre la mévente de leurs poissons en raison, disent-ils, de la campagne de pêche menée par les Espagnols et jugée déloyale en raison de leurs filets tournants. Les filets qui sont aussi à l'origine d'un mouvement de grève, levé finalement ce soir, en cause une directive européenne qui impose des mailles plus serrées pour la pêche côtière. C'est une activité restée largement artisanale. On estime que 500 bateaux et 2000 pêcheurs sont directement concernés. Explication Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Ils n'ont pas bougé depuis vendredi. Une douzaine de chalutiers bloquent toujours l'entrée du port de plaisance de Lorient. Les artisans pêcheurs dénoncent ainsi les projets de réduction des quotas de pêche que la Commission de Bruxelles pourrait annoncer en décembre. Or, pêcher moins, c'est voir ses revenus diminuer.
On nous augmente nos culs de chalut, si on nous diminue notre quota dans Roussine, qu'est-ce qu'on va faire? C'est avoir un bateau pour laisser au bout de 6 mois, parce qu'on aura atteint notre quota, c'est pas la peine. On est de moins en moins de bateaux à pêcher, et on nous diminue quand même notre quota, donc il y a quand même un malaise quelque part. Hein. L'objectif de Bruxelles est toujours le même, réduire la pêche pour protéger la ressource en poissons. À l'antenne Ifremer de Lorient, on connaît bien le problème. Ici, on travaille en collaboration avec les pêcheurs pour mettre au point des outils de pêche plus sélectifs. Sur l'état de la ressource, le constat des scientifiques est sans appel. Ainsi, en 20 ans, les apports de merlu au niveau européen sont passés de 100 000 à 35 000 tonnes. La tendance lourde pour un beau nombre de stocks, c'est une diminution à la fois des géniteurs, c'est-à-dire c'est vraiment eux qui vont permettre le renouvellement du stock, et puis de l'arrivée des jeunes poissons dans la pêcherie issus de la reproduction, et ça c'est des éléments qui sont graves. Un constat que les pêcheurs ont du mal à accepter. Et s'il faut monter la pression, c'est pour qu'à Bruxelles, leurs ministres défendent au mieux leurs intérêts. Car dans le cadre européen, les pêcheurs français ont le sentiment d'être les moins bien lotis. Oui, Bruxelles qui réclame des filets aux mailles plus larges, vous aurez rectifié de vous-même. Le mouvement est donc levé ce soir. Les pompiers en grève dans 6 casernes de la Drôme. Ils réclament une diminution du temps de travail et plus d'embauches. Occupation du Conseil général. Les pompiers refusent par la direction. La grève est maintenue jusqu'à vendredi. L'euro, avec cette nouvelle fuite, entre guillemets, une banque commerciale, la Bred, aurait anticipé un peu en distribuant la nouvelle monnaie à ses clients commerçants. Un test involontaire, mais grandeur nature. Reportage Séverine Lebrun, Joseph Bachtik. Ils sont enfermés à double tour depuis le début du mois d'octobre. Ces rouleaux de pièces, seuls quelques privilégiés les ont déjà touchés. Ce sont des euros. Claire est une des rares commerçantes à avoir déjà reçu son fonds de caisse pour le 1er janvier prochain. Je ne savais pas qu'on était les premiers, franchement, non. On m'a dit qu'il fallait les commander, je les ai commandés, je les ai eus, voilà. Au total, 222 euros, un peu plus de 1450 francs, 2 rouleaux de chaque pièce. Je ne sais pas si c'est 5 ou 10 centimes, on dit. C'est vrai qu'elles brillent, quoi. On voit qu'elles sont toutes neuves. Selon la Fédération bancaire française, c'est un cafouillage, car il fallait attendre le 1er décembre. C'est que l'on se méfie des faux monnayeurs. La Bred, elle, affirme avoir respecté la réglementation. Ces pièces ne sont pas vraiment en circulation. On encourt des amendes très fortes si on les met en circulation dans le public avant la date du 1er janvier 2002. Donc nos commerçants sont parfaitement sensibilisés au fait qu'ils n'ont pas à les diffuser dans le public. Pour la banque, il s'agit surtout d'éviter les files d'attente au guichet en fin d'année. De toute façon, l'opération est légale, le ministère des Finances l'a confirmé. L'euro avant l'heure, c'est d'ailleurs pour Bercy le signe que la nouvelle monnaie est bel et bien sur les rails. En bref, le retour de l'eau potable à Génilac, dans la Loire. Plusieurs milliers d'habitants étaient privés d'eau depuis samedi suite à la découverte de dégradation constatée dans le réservoir. Retour de l'eau potable aussi à Rethel, près de Charleville-Mézières, où les analyses bactériologiques sont négatives. Et puis cette dernière minute, la tension ce soir à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, après la mort d'un jeune lors d'un contrôle d'identité. Mort pour des raisons inexpliquées encore. Une autopsie sera pratiquée. Une cinquantaine de jeunes se sont rassemblés en milieu d'après-midi devant le commissariat sur lequel ils ont jeté des cailloux. Apparemment, à cette dernière minute, le calme semble revenu à Antibes. Les prix littéraires, en l'occurrence les plus prestigieux, Goncourt et Renaudot. C'est l'histoire qui est récompensée cette année et aussi le souffle épique. Le Goncourt à Rouge Brésil, donc de Jean-Christophe Ruffin, ancien vice-président de Médecins sans frontières. Le Renaudot à Céleste de Martine Lecause. Première grande récompense pour les éditions du Rocher. Geneviève Moll, Bernie Mériot. Chez Gallimard, on prépare la fête pour un beau coup double. 2 Goncourt en 2 ans. Au Café de Flore, boulevard Saint-Germain, le lauréat 2001, qui ne s'attendait à rien, jubile. Martine Lecause avait publié par un éditeur qui n'a pas l'habitude tellement d'avoir des prix. Elle en a un, moi j'en ai un alors qu'on avait dit que ce ne serait pas Gallimard, mais c'est très bien. Médecin, humaniste, longtemps vice-président de Médecins sans frontières, Jean-Christophe Ruffin raconte toujours des histoires bouleversantes.
On a complètement oublié que la baie de Rio a été française pendant 100 ans, que le rouge qui servait aux teintures de Gobelin venait de là-bas, c'était le rouge du bois de Brésil. Et moi j'ai voulu redonner vie à tout ça avec, j'ai pris des héros qui étaient des enfants. Un frère et une sœur qui, dans cette baie de Rio, au début du XVIe siècle, découvrent la vraie nature des Indiatopis, qui seront exterminés par les conquistadors. Ruffin a déjà vendu 80 000 exemplaires de son livre. Le concours devrait multiplier les ventes par 10. Une manne pour l'éditeur. Combien ça rapporte un concours à l'éditeur? On dit 15 à 20 millions, est-ce que c'est vrai? En général, ça rapporte à peu près, oui, dans ces eaux-là. Oui, dans ces eaux-là. Oui, dans ces eaux-là, entre de 15 et 20 millions. Oui. Le prix Renaudot couronne une autre histoire d'humanisme. Martine Lecause, dans Céleste, s'attaque à l'intolérance. En 1832, en plein choléra à Paris, un médecin noir, cousin de Dumas, s'éprend d'une jeune blanche. Ce sont des sentiments généreux qu'on récompense aujourd'hui à travers M. Ruffin, à travers le médecin Laudran de Céleste. Et ça, c'est certainement très bon signe. Le signe qu'enfin la jurée des prix littéraires pense aux lecteurs qui aiment les bons romans. Pas encore la saison des prix littéraires pour la bande dessinée, mais la sortie du 4e tome d'Ibicus de Pascal Rabaté est saluée comme l'un des événements de cette rentrée. Dessin épuré et troublant, reconnaissable au premier coup d'œil. Marie-Hélène Bonneau, Bernard Puissesseau. Étrange personnage, étrange dessin devant lesquels on tombe en arrêt, tant il ne ressemble à aucun autre dans l'univers de la bande dessinée. Le monde de Pascal Rabaté est noir et blanc, mais éclairé comme le cinéma expressionniste des années 20. J'ai fini par penser en lumière et puis a pu penser en couleur. Et vous rêvez en noir et blanc? Je sais pas en fait, j'ai des morceaux en couleur et des morceaux en noir et blanc. Pascal Rabaté achève l'histoire d'Ibicus, commencée il y a bientôt 5 ans, l'errance d'un anti-héros pendant la Révolution russe. Une histoire adaptée du roman d'Alexis Tolstoï, Alexis, pas Léon. Un roman écrit en 1926. Pour le dessinateur, ce fut le coup de foudre. Il s'est transporté dans l'époque. C'était la guerre civile et c'était une horreur. Donc c'est voir jusqu'où quelqu'un est capable de survivre dans des conditions et dans une époque assez chaotique. Donc c'est vrai que il y avait un terreau là-dedans qui était assez fascinant. Pascal Rabaté se plaît à dire qu'il travaille vite et salement, à l'encre de Chine ou à l'acrylique. Pour lui, les zones d'ombre sont aussi importantes que le trait lui-même. Ses dessins sont comme un hommage aux films de Fritz Lang ou Murnau. Le personnage central d'Ibicus est Siméon Nevzorov. L'image de la traîtrise et de la déchéance. Il évolue dans un univers noir où les Russes blancs sont des cafards. Il aura fallu 4 tomes, 550 pages à Pascal Rabaté pour achever cette fresque monumentale. Son talent et son regard sur l'une des périodes les plus noires de l'histoire russe risquent bien de révolutionner la bande dessinée. Avant d'en venir au sport et dans la série On n'arrête pas le progrès, voici la chaussure qui passe au micro-ondes. Rassurez-vous, elle n'est pas destinée à être mangée, mais à donner plus de confort. Sous l'effet de la chaleur, la semelle ramollit et se moule à votre voûte plantaire. La recette, Sophie Rodier, Philippe Jasselin. Une cuisine, un micro-ondes, l'ingrédient qui fait toute la différence, c'est cette semelle en polyuréthane à mettre au four. C'est une recette très très simple pour un maximum de confort. Il suffit donc que vous retiriez vos semelles, vous ouvrez votre micro-ondes et le principe est de faire chauffer les semelles au micro-ondes pendant 2 à 3 minutes selon la puissance du micro-ondes. Aucun danger, ces semelles ne brûlent pas. En chauffant, elles se ramollissent pour s'adapter parfaitement à la voûte plantaire. Ça permet effectivement d'avoir une semelle sur mesure, adaptée à votre pied et pour un maximum de confort. Le confort, un marché porteur. La preuve, nous sommes dans l'un des temples du bon goût, un grand magasin parisien, et ici c'est le dernier chic. Jusqu'à présent, il n'y avait que les Américaines pour porter ça. Aujourd'hui, la France aussi est envahie par la chaussure de loisir. Depuis environ 3-4 ans, le consommateur recherche une chaussure élégante, tout en ayant le confort d'une chaussure de sport. Pour les hommes comme pour les femmes, aujourd'hui ce qui compte avant tout, c'est d'être bien dans ses baskets. Ronaldo, en tout cas, en aurait peut-être eu besoin. On passe au football. L'attaquant vedette brésilien de l'Inter de Milan faisait sa grande rentrée hier. Mais il est sorti dès la 13e minute suite à une nouvelle blessure, sans gravité dit-il.
Il se montre confiant et espère rejouer prochainement. Ronaldo a déjà 25 ans pour les terrains, donc ça n'est pas tout de suite. En France, je vous rappelle hier la première défaite de Lille face à Lyon en Division 1, 4 buts à 2, notamment grâce à 2 buts de Sidney Govou. Au classement, Lyon est désormais à 2 points de Lille, à 4 points de Lens, en 3e position donc. Lens toujours leader à l'issue de la 13e journée du championnat. Fin de cette édition, je vous en rappelle les 2 principaux titres. Le dernier hommage de l'Aclusa à Régine Cavagnou, 600 personnes dans l'église, 2500 sur le parvis. La championne a ensuite été inhumée dans l'intimité en fin d'après-midi. Et puis la grève des cliniques privées, bien suivie aujourd'hui, elle sera reconduite demain. À suivre la météo, Nathalie Riouet, l'info sur France 2, 22h30, mots croisés d'Arlette Chabot. Au sommaire, l'intervention américaine en Afghanistan est-elle dans l'impasse? Et puis l'insécurité, le ras-le-bol des policiers. Minuit 5, ce journal de la nuit, Jean-Claude Renaud. Demain, Télématin, dès 6h30, invité des 4 vérités de Françoise Laborde. Isabelle Massin, déléguée à la sécurité routière. 13h, Daniel Bilalian. On se quitte avec ces images de la route du café, dernier classement multicoque. Au coude à coude, le trimaran de Loïc Perron et Loïc Lemignon. Et celui de Jean-Luc Nélias et Michel Desjoyaux. À demain. Votre soirée sur France 2.